Salut tout le monde, ici Yann sur AOS Geeks. Je suis avec Vincent et Salut. Alex. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on analyse en fait les Caradron Overlords, maintenant qu'on a un peu de recul sur les nouveaux changements là, en coup en point qui ont eu lieu dans la fac de juillet avec le manuel général 2020 et aussi leur nouveau Battletome qui est sorti il y a quelques mois. Alex, ça fait longtemps que tu joues les Caradron Overlord. Tu as une réputation, je dirais, internationale dans la communauté AOS avec les Caradron, mais notamment, tu as gagné un gros tournoi à Ottawa il y a un peu plus d'un an avant le nouveau Battletome, donc dans le temps où les Caradron étaient dans le fond dans le fond là, du méta. Toi, tu as pris la première position dans un gros tournoi de 6 parties. Tu participes régulièrement aussi au podcast Ethercast sur YouTube, qui est composé là, de différents intervenants à travers le monde, mais qui est consacré aux Caradron Overlords. Donc, tu es pas mal branché dans ce réseau-là. Donc, c'est une armée que tu connais à fond et on en fait une analyse aujourd'hui. Oui, c'est une armée, en fait, là, qui va prendre de plus en plus de place dans le méta. Je pense que tu me disais récemment au niveau des statistiques sur AOS Shorts que les Caradrons vraiment ont pris de l'ampleur dans le méta, là. Oui, ben en fait, c'est ça. AOS Shorts, on recense en fait avec un Honest Wargamer aussi. Là, ils font beaucoup de stats sur les tournois. Puis AOS Shorts a publié sur Twitter les résultats des 7 tournois qui ont eu lieu à l'international partout dans le monde là, depuis au mois d'août en fait. C'est tous des tournois, seulement les tournois qui avaient 5 ou 6 parties dans le tournoi. Donc, ils ne recensent pas les petits tournois de 3 parties parce que ça ne donne pas une bonne idée de la force relative des armées. Puis, dans ces 7 tournois-là, les Caradrons ont fait un top 5 dans 5 des 7 tournois. Parfois, ils prenaient 2 des 5 positions dans le top 5. On a 2 premières places, une deuxième place, tout en sachant que c'est une armée qui est, somme toute, pas si jouée que ça dans le méta. C'est pas l'armée la plus représentée, mais elle gagne quand même beaucoup. Oui, puis d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés à en apprendre plus sur ces tournois-là, entre autres, sur Ethercast, là, j'ai pas participé aux plus récents, aux quelques plus récents podcasts par faute de temps, là, mais je sais que Lee Edwards s'est entretenu avec ces gagnants-là. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à savoir leurs tactiques, ces choses-là, Ethercast sur YouTube, là, ça se trouve assez facilement. Ou sur, je le mettrai dans la description du vidéo, je mettrai le lien pour leur chaîne. C'est sûr que c'est une chaîne en anglais, là, donc il faut maîtriser l'anglais avec différents accents. Il y a souvent des intervenants anglais, américains, australiens, donc allemand, canadiens, dans ton cas, canadien, français, québécois. Donc, on a une belle diversité d'accents. Tout à fait. C'est super le fun. D'ailleurs, blague à part, là, arranger un podcast quand on est dans 6-7 time zones différentes, là, c'est super le fun. Mais bon, on passera à autre chose. Alors, ben Alex, si on commençait, peut-être, on pourrait y aller un petit peu méthodiquement. Tu pourrais peut-être commencer par nous parler des habiletés de faction des Caradrons. Oui, il y en a 2 en fait. Puis je veux pas. L'idée en fait là, du review, c'est pas de faire lire ligne par ligne. Là, c'est juste de commenter sommairement en gros là, la faction en tant que telle. Il y a deux grandes habiletés d'allégeance. Soit un, c'est le Ether Gold. Donc chaque unité qui a 10 figurines ou plus au début de la bataille, les héros et les bateaux commencent avec un token, un jeton de Ether Gold, qui peuvent utiliser une fois par phase, à l'instar un peu de la règle des Ether Quartz Luminette. Donc, c'est une ressource à gérer de plus et on peut obtenir de façon instantanée un triomphe pour chaque utilisation. Donc, vraiment intéressant pour des bateaux. Exemple, qui peuvent avoir une relance pour leur sauvegarde ou pour des unités qui peuvent avoir une relance aussi pour leur jet de blessure ou leur jet pour toucher. Et l'autre règle, c'est le code. Le code, dans le fond, c'est un peu la ligne directrice de la faction. C'est un peu ce qui, dans le fluff, c'est ce qui gère leur société. C'est leur constitution essentiellement. Et ça se traduit en système de jeu avec 3 règles. En fait, on a un article, un amendement et un footnote, une note de bas de page. Et ces 3 choses-là, en fait, donnent des bonus dépendamment. On peut personnaliser ce code-là. On a 3 options pour chaque type, mais je vous dirais qu'il n'y a pas grand monde qui font ça, parce que chaque stratopore offre leur propre choix essentiellement d'articles, d'amendements et de notes de bas de page. Donc, c'est les deux règles, si on veut, d'allégeance des Caradrons.
pour les avoir affrontés, les Ether Quartz, c'est extrêmement fort. Là. Les Ether Gold. Ether Quartz, Ether Gold, excuse-moi. Exact. Ether Gold, c'est vraiment un beau bonus. C'est vraiment bon. Oui. Ça fidélise énormément les attaques. Là. C'est vraiment bon. Donc, tu as parlé des Skyports, donc des ports d'attache qui sont en fait l'équivalent des Storm Host chez les Stormcast. Ce sont les sous-factions. Des sous-factions, donc il y en a plusieurs. Il y en a sûrement des beaucoup plus fortes, beaucoup moins fortes. On voit que Barak Zilfin sort souvent. Il y en a 6 sous-factions. Et tu viens de le mentionner, en fait, je pense que dans les 6, présentement, il y en a 2 qui se détachent du lot. Puis en disant 2, je veux dire vraiment une. Tu l'as mentionné, c'est Barak Zilfin. Je pense que les 2, en fait, des 6 qui sont les plus joués, Zilfin et Urbaz. Urbaz, dans le fond, c'est à la base, quand le livre est sorti en janvier, c'était les 2 vraiment que les joueurs, la plupart, quand on faisait des listes, là, c'était ces 2-là qui sortaient du lot. Urbaz plus, parce qu'Urbaz, c'est un stratopore qui octroie davantage de parts de Ethergold. Donc, on peut avoir des 3 parts de plus qu'on distribue comme on veut. Donc, je peux en mettre 2 sur Ironclad, 2 sur des Thunderers. Je peux en mettre sur des unités qui n'ont pas droit de part en partant. Et c'est un stratopore qui est très, très peu contraignant en frais d'obligation de prendre un trait de commandement ou ces choses-là. Parce que dans le livre Caradron, il y a plusieurs stratopores qui disent si votre général est un camiste, vous devez prendre ce trait-là. Donc, si je prends un autre héros comme général, j'ai une liberté de prendre un trait de commandement additionnel. Même chose pour les artefacts. Et entre autres, Urbaz ne m'oblige pas à prendre un artefact, mais m'oblige à prendre un artefact de bateau. Donc, c'est très, très permissif. Zilfin, c'est le plus joué et c'est le plus compétitif de loin. Je vais m'arrêter juste un petit peu avant de dire que c'est le nouveau Petrifex Elite. À un point que c'était un no-brainer à l'époque de jouer au Siark Petrifex Elite. Je n'irai pas jusque-là avec les Caradrons, mais Zilfin est vraiment, vraiment supérieur. D'ailleurs, tu vois, les tournois, les 7 tournois dont on parlait, il y a eu 6 armées Caradron qui ont fait un top 5. Puis, il y en a 5 sur les 6 qui jouaient Barak Zilfin. L'autre, de manière intéressante, puis tu pourras peut-être en parler après, c'est Barak Mornar. Oui, exact. Qui a fait une première place dans un tournoi en Nouvelle-Zélande. C'est Sean Tubman? Pardon? Est-ce que c'est Sean Tubman, le joueur? Écoute, j'ai pas le nom du joueur. C'était en Nouvelle-Zélande, le tournoi. C'était Call to Arms, un petit tournoi de 22 joueurs, mais 5 parties. Oui, exact. C'est ça. Ben oui, parce que justement, ce joueur-là, est-ce que je pense que c'est Sean? Ça passe assez vite, là, mais il est sur Ethercast pour parler de sa liste aussi. C'est une liste qui était hors du commun. Mais effectivement, ça reste que c'est 22 joueurs. Puis j'ai pas écouté l'entièreté du podcast encore. J'ai pas eu le temps, mais oui, effectivement, je pense que c'est un excellent joueur d'un. Mais oui, ça sort un peu. Mornar a quelques bonnes pièces, quelques bons points, mais je pense que c'est pas aussi évident. Mais Zilfin, c'est parce que Zilfin, ça reste que c'est pratiquement no-brainer. Il y a des combos qui sont très, très forts, notamment avec ce qui fait la force de Zilfin, c'est la note de bas de page. Donc, la règle du code, qui est une règle souvent qui s'applique une seule fois par partie. Mais dans le cas de Zilfin, c'est monumental. Puis tu peux t'en souvenir, Yann, on s'est affronté avec la première fois, je pense, à Trois-Rivières, justement, quand on avait joué. J'avais sorti ma liste Zilfin, si je ne me trompe pas, contre les Beastlaw Raiders. C'est une note de bas de page qui permet à un vaisseau une unité dans ton armée, de faire un mouvement dans la phase de héros, une fois par partie. Le hic là-dedans, c'est en tant que tel, c'est bien, là, c'est très, très bien. Et surtout, ça a été faqué, c'est que ça peut être un vaisseau qui peut faire le vol en altitude, donc pour se retirer de la table et le mettre n'importe où à 9 pouces, et peut apporter avec lui donc sa garnison, mais peut aussi apporter avec lui 7 modèles, en fait, 7 Skyriggers. Et une fois que je bouge ça, je peux me déplacer après. Et je peux aussi utiliser l'artefact Spell in a Bottle pour lancer un vortex, par exemple, Skaven, avant même que tu puisses faire quoi que ce soit, et je peux encore bouger après. Là.
C'est cette c'est très, partie-là à très fort. laquelle tu réfères dans un petit tournoi, justement, à Trois-Rivières. Je pense que c'était ma pire défaite en tournoi à vie avec mes Beast Claw Raiders. Tu m'avais vraiment... je pense que tu as pris le premier tour, puis tour 1, tu m'as tué 2 Stonehorn puis 4 Mournfang. En fait, tu m'avais laissé le tour 1. Tu m'avais laissé le tour 1. Est-ce que c'est moi qui te l'avais laissé? Ben oui, tu avais seulement 2 points. Oui, c'est vrai, mais en même temps, tu t'étais déployé hors de portée de mes charges, donc je devais te laisser t'approcher, mais c'est ça, j'ai commencé la partie avec 900 points de moins. Exact. Oh oui, puis exactement, là. Puis, mais c'est ça, c'est la capacité de pouvoir engager pratiquement n'importe quoi. Parce que moi, j'utilise, beaucoup de joueurs jouent on va le voir dans les listes, mais beaucoup de joueurs utilisent ça avec un Ironclad bourré de Thunderers ou peu importe. Mais moi, c'est un petit gun hauler avec, puis je peux faire un mouvement de 18 pouces après ça avec une règle spéciale Headful et je peux aller engager des unités au combat. Tu sais, c'est très, très peu de points, mais ça peut faire tellement de ravages. Donc, c'est pour ça que Zilfin, c'est la liste qui est la plus jouée. Sinon, à part ces 2 stratopores-là, on a comme le tiers 2 que j'appelle, qui sont peut-être des stratopores qui sont un peu plus compétitifs. Mornar en est un. Mornar a peut-être le meilleur artefact du livre. C'est ce qui le distingue beaucoup. C'est un navigateur seulement qui peut avoir l'artefact. C'est le Gale Force Stave. Dans le fond, c'est qu'une fois par phase de charge adverse, une unité en 12 pouces du modèle, donc du bateau dans lequel il se trouve, réduit sa charge de moitié. Donc, soudainement, une charge à 6 pouces devient une charge à 12 pouces. Donc, c'est vraiment impressionnant comme artefact. Et lorsqu'on joue autour de ça, il y a quoi de bien à faire avec ça aussi. Sinon, il y a aussi parenthèse, je l'ai affronté en tournoi justement cet artefact-là. Oui. Et quand tu te retrouves, et ça n'a même pas été pour protéger le bateau lui-même dans lequel se trouvait le navigateur, ça lui a permis de protéger une autre unité. Ouais. Ça m'a fait perdre littéralement un tour de combat, mais quand on joue juste 3 ou 4 dans un tournoi, ça fait très très mal perdre un tour parce que tu as eu une charge qui a raté alors que c'est une charge facile à faire. Exact. Donc, ça, c'est vraiment l'artefact. La seule chose, c'est que il faut que tu prennes le navigateur et les autres règles de Mornar sont, à mon sens, pas exceptionnelles. Mais ça reste quand même un choix intéressant. Sinon, l'autre dans le tiers 2, ce serait Barak Thring, qui est le port ancestral. Si on veut, chaque port a son thème. Zilfin, c'est tout ce qui est bateau, tout ce qui est flotte. Urbaz, c'est vraiment tout ce qui est commerce, chimiste, ces choses-là. On y va après ça avec Mornar, c'est la faction plus pirate. Thring, c'est plus ancestral. On vénère les dieux ancestraux des nains qu'on a délaissés au profit de la science dans le fluff. Thring, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'allier, pas s'allier, mais une unité sur 4 peut être une unité de Warden. Ça peut être des Fire Slayers, ça peut être des nains traditionnels, Cities of Sigmar, sans que ça compte dans ton point d'allié ou quoi que ce soit. Il gagne un peu, il gagne le keyword de cette faction-là, ce qui est intéressant. Fait que ça donne des belles possibilités aussi en général. Sinon, les 2 autres qui sont peut-être moins compétitifs, Baraknar, qui est celui comme vraiment hyper scientifique, qui mise beaucoup sur les héros qui peuvent dispeller ou qui peuvent unbinder en fait chacun un sort. C'est vraiment c'est un Skyport anti-magie. Est-ce que les luminettes qui prennent une place peut-être plus grande dans le méta va forcer des joueurs à aller vers cette sous-faction-là peut-être? Et sinon, on a Barakzan, qui personnellement, c'est mon petit dada présentement, là, parce que j'ai joué Zilfin depuis les tout débuts des Caradrons, même à l'époque du premier livre. Et maintenant que Zilfin est rendu le grand méchant loup des Caradrons, j'ai plus trop de motivation à les jouer. Je trouve ça un petit peu trop, je fais comme les autres. Alors, je me suis dit, I'm gonna make Zon great again. Fait que j'essaie de... C'est le Skyport militaire qui se base beaucoup sur les Skywarden, qui est intéressant, mais ça nous encarcane à prendre certaines unités. C'est ce que j'ai joué contre vous dernièrement, là, quand je suis fait un tour chez vous. Là, on a pu jouer quelques parties, puis c'est ce que j'essaie de jouer. Fait que c'est ça. Donc, Zone, c'est le Skyport plus militariste, plus corps à corps. Donc, ça revient un petit peu à ça ici. Intéressant. Puis sur le plan des items magiques, items de bateau, parce qu'il y a des items spécifiques au bateau, les traits de commandement, tu disais d'ailleurs qu'il y a un des Skyports qui laisse plus de latitude sur la possibilité de prendre un trait de commandement. Donc, qu'est-ce qu'il y en est un peu là? Qu'est-ce qui ressort dans les différents choix?
Il y en a beaucoup, en fait, parce que c'est quand même un bon choix de héros. Chaque type de héros a ses propres tables. Ça, c'est une nouvelle mode, un peu dans les plus récents Battletoads. On met une table pour tel héros, une table pour tel héros, avec peut-être un moins de choix pour chacun, mais au total, ça fait beaucoup, beaucoup de choix. Je pense que les command traits, en général, il y en a... Je vais peut-être sortir peut-être les meilleurs, en fait. Là. Je trouve que les command traits, souvent, sont imposés dans les Skyports. Sinon, un que j'aime bien, mais quelques-uns, en fait, que j'aime bien, là, on a Great Tinkerer pour des Engine Master qui donnent 2 attaques de plus avec leur attaque de Eye of Grungni, qui est une attaque de tir à 9 pouces, qui est quand même là, 3+, 2+, moins 1 des 3. Mais avec Zilfin, l'artefact qu'on est obligé de prendre, qui donne +1 to hit à un tir, ça fait un beau combo. C'est quand même 3 attaques, 2+, 2+, moins 1 des 3 au tir. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là. Puis avec Zilfin, que je peux transporter justement ce modèle-là et le bouger après, ben ça fait un petit damage output qui est intéressant et qui surprend beaucoup. Fait que ça, c'est un combo que j'aime bien. Sinon, on a Tough as Old Boots, plus 2 points de vie. Donc, sur un Engine Master avec un dirigible. Tomber à 10 points de vie, c'est pas triste. Donc, ça devient intéressant. Grudge Bearer, aussi, on choisit un héros. Et contre ce héros-là, ce modèle-là relance to hit, to wound, toutes ses attaques, tire comme corps à corps. Donc, ça devient intéressant aussi quand on veut cibler un héros là, qui peut être désagréable. Fait il y a des petites choses intéressantes là-dedans à ce niveau-là. Sinon, je vous dirais un command trait qui ressort beaucoup aussi, si on prend un chemiste comme général, c'est Collector. Collector, dans le fond, c'est que si ce général-là a également un artefact de pouvoir qui lui est attribué, ça permet à un autre héros d'avoir un artefact de plus. Donc, il y a beaucoup de très, très bons artefacts dans les Caradrons, donc ça ouvre d'autres possibilités à ce niveau-là. Donc, les traits de commandement, je dirais que, grosso modo, c'est pas mal les plus intéressants, je pense, qu'on voit le plus souvent dans ceux qui sont, en guillemets, génériques. Sinon, il y en a aussi quelques-uns qui sont très, très bons dans les factions. Moi, j'aime beaucoup ceux de Barrack Zone, justement, qui, un peu à l'instar de la Cataleur, dans un podcast qu'on a fait jadis, justement, on avait un item que lorsqu'on tue la première fois ce modèle-là, il revient sur un 4+, dans le cas de la Cataleur, ben celui de Barrack Zone, sur un 2+, il revient avec des 3 points de vie. Donc, ça donne une deuxième vie à un Engine Master sur un ballon dirigible. Ben, ça devient intéressant aussi. Tu as quand même des bons choix dans les stratopores, en plus de ceux qui sont plus génériques, si on veut. Au niveau des artefacts, les principaux que je vais faire ressortir, en fait, j'aime beaucoup ceux du navigateur. Le navigateur, il y en a 2 qu'on voit très, très, très souvent. On a le Flare Pistol. Donc, la première fois que le navigateur touche avec son pistolet, donc c'est 2 attaques, je pense, c'est à 12 ou 16 pouces de portée, qui touche sur un 3+, donc 2 tirs, j'ai une bonne chance de toucher quand même, sans avoir besoin d'avoir un Enter Goal, par exemple, pour relancer. Ben, j'éclaire l'unité ennemie et tous les autres tirs de cette phase-là relancent to hit. Donc, tu as une grosse unité méchante, une unité exemple de 10 évocateurs, peu importe, je les éclaire et tous les tirs qui s'en vont sur eux gagnent reroll to hit. Fait que ça, c'est énorme. Surtout combiné avec des triomphes pour relancer aussi to wound, par exemple. Ben là, ça devient intéressant à ce niveau-là. L'autre artefact, c'est le Voidstone Orb, qui essentiellement fait en sorte que je peux automatiquement contrer un sort ennemi sans lancer de dés. Donc, ça devient intéressant pour beaucoup d'armées qui se basent sur un Soulscream Bridge, par exemple, sur un gros sort persistant pour faire du dommage, ou sur un gros sort aussi qui peut changer le cours de la partie. Fait que c'est un bel item à avoir à ce niveau-là. Sinon, un qui est très, très populaire aussi, c'est justement l'Engine Master sur dirigible, qui là, c'est les bombettes à phosphore, qui est une chose qui est une fois par partie à 6 pouces de portée. Donc, très, très peu de portée. Mais essentiellement, je choisis une unité sur une attaque de tir. Ben, c'est pas un tir, mais ça se fait dans la phase de tir. Et sur un 2+, l'unité subit une blessure mortelle. Mais je continue à lancer tant aussi longtemps que l'unité n'est pas détruite ou que je roule un 1. Fait que je peux faire des fois du 12, 15, 20 blessures mortelles, des histoires sur Internet d'unités complètement détruites parce qu'un joueur n'en sait aucun 1.
Ça arrive là, je veux dire, ça fait partie de. Fait que c'est très, très drôle. Mais en même temps aussi, je peux commencer avec un 1, puis ben, je fais rien. Donc, ça reste que tu payes pour un potentiel. Ben, tu payes. Tu donnes l'artefact pour le potentiel, mais ça peut être vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Et sinon, ben, je pense que l'artefact, je pense qui est le plus célèbre chez les Caradrons, que tout amiral qui se respecte doit inclure dans sa liste, à mon sens, c'est le Spell in a Bottle du Aether Chemist. C'est un sort, dans le fond, avec cet artefact-là, ça permet aux joueurs Caradrons d'acheter et de jouer n'importe quel sort persistant en éliminant toutes les restrictions de qui peut le lancer, qui peut l'avoir, ces choses-là. Je peux le lancer une fois par partie dans la phase de héros et le sort ne peut pas être contré. Il est casté automatiquement. Disons qu'on le voit très, très souvent. Ça. Oui, puis on le voit très, très souvent avec le Vortex. Avec le Vortex, puis avec raison. Je veux dire, à mon sens, c'est un no-brainer et le sort persistant du Vortex a, pour une raison encore obscure, baissé de 20 points dans la plus récente mouture du General's Handbook. Ben, il a baissé parce que les Skaven, la portée est de quoi 13 pouces pour les Skaven, donc elle est très limitée. Donc les joueurs Skaven le jouaient, somme toute, pas tous. Alors que ça devient complètement cassé quand c'est chez les Caradrons, finalement. C'est comme si... Oui, on avait parlé, je pense, à l'époque, on avait fait le review des forces de l'ordre du General's Handbook, les changements de points croisés, ben ça baisse de points, mais moi, je l'utilise, ce War Scroll-là, mais je prendre une baisse de points de 20 points, alors que c'est pas ça, le War Scroll n'est pas fait pour cette faction-là. Donc, mais oui, effectivement, ça reste que c'est un no-brainer à mon sens. Dans ma liste Barakzon que je travaille, j'essaie avec les cogs aussi, donc pour que je puisse charger là, à 6 pouces, plus 1 à cause du strato-harpon, plus 2 à cause des cogs, lorsque je fais mon mouvement à haute altitude. Fait que, il y a d'autres, je pense, d'autres opportunités, mais en même temps, c'est tellement trop bon, les cogs. Donc ça, c'est pas mal, là, essentiellement, sur les principaux artefacts pour les héros. Les bateaux aussi ont des artefacts. Je vais passer au travers ceux de la frégate parce qu'ils sont tous très, très ordinaires. Le Ironclad, parce que chaque type de bateau a ses propres artefacts de bateau. Et c'est comme, dans le fond, les traits de monture ou peu importe, chaque bataillon qu'on prend ouvre un artefact de plus et pour bateau et pour les héros. Je dirais que les principaux au niveau du Ironclad, c'est The Last Word. Donc, une fois par phase de charge adverse, je peux tirer avec son canon principal sur une unité qui charge. Le principe d'Overwatch de 40 000, mais avec les statistiques pleines. Un autre qui est très joué, c'est l'Ebullient Buoyancy Aid, ce qui permet, dans le fond, au bateau de ne plus avoir de restrictions au niveau du nombre de passagers. Donc, l'Ironclad peut aller jusqu'à 25 passagers, mais si j'ai 16 et plus, je ne peux pas faire le vol en altitude, je perds du mouvement, mais avec ça, je peux donc le mettre plein à rabord et quand même faire ce mouvement-là. Donc, très populaire pour ceux qui jouent avec un Ironclad comme ça. Et aussi, le Battle Ram, pour ceux justement qui jouent avec les cogs, peut-être avec Barakzon, qu'ils gagnent un peu la règle des héros Beastlaw Raiders. Lorsqu'une charge est réussie, je lance un dé pour chaque pouce que je fais de charge. Et contrairement au Beastlaw, c'est modifiable. Et chaque 4+ fait une blessure mortelle à l'ennemi. Donc, ça devient un choix intéressant aussi à ce niveau-là. Sinon, moi, j'adore les modifications des Gun Haulers. On a le Spar Torpedo qui, une fois par partie, la première charge que le Gun Hauler fait sur un 2+, je fais D6 blessures mortelles. Je me rappelle entre autres une certaine Drisha qui a succombé avec une torpille récemment dans une partie. Et sinon aussi, le Collapsible Compartment, c'est que le Gun Hauler gagne un transport de 5 modèles, parfait pour cacher quelques héros qui vont lancer un vortex aussi allègrement sur l'ennemi. Donc, quand même, beaucoup, beaucoup d'excellents choix dans les artefacts des héros et des bateaux Caradron. On serait peut-être rendu à faire une petite revue des unités. Tu as dit qu'il y avait différents héros qui avaient des fonctions vraiment spécifiques dans l'armée. Oui, exact. On a parlé un peu des bateaux, tout ça. Donc, si on regardait les unités, peut-être en commençant par les héros. Oui, je vais commencer par Monsieur Moustache.
celui qui malheureusement n'est aucunement joué parce que ses règles en fait s'appliquent majoritairement pour Baraknar, qui n'est pas un stratopore très très joué. Et encore là, sa règle ne concorde pas vraiment beaucoup avec ce que Baraknar veut faire. Donc, c'était Brock Grungson, qui est le héros nommé, donc le héros avec un chapeau de forme, un fusil dans sa moustache et une grosse balloune. Donc, Grungson, très, très peu résistant, 8 points de vie, 3 plus sauvegarde. Mais ce qui permet de faire, en fait, c'est que je peux relancer mes charges à 24 pouces avec son Command Ability, ce qui est très, très bien. Sauf qu'en même temps, dans Baraknar, j'ai pas vraiment envie de charger. Fait que c'est un personnage qui est très, très peu joué parce que son habit de commandement s'applique uniquement à des unités Baraknar. Et vu que Baraknar n'est pas très, très joué, bon, on le voit pratiquement pas sur la table. Avant, dans l'ancien livre, il permettait à tous les Caradrons Overlord de relancer leur charge en dans 18 ou 24 pouces, peu importe leur faction, leur sous-faction. Et Brock étant maintenant dans la sous-faction Baraknar, ça vient enlever un peu son besoin. Fait que Brock, pas terrible. Le choix suivant, là, je vais suivre un peu là, les pages du livre, c'est le nouveau jouet que les Caradrons ont hérité en janvier dernier avec le Endrin Master sur dirigible, disponible dans la boîte Etherward. La seule façon présentement de l'obtenir, c'est dans cette boîte-là. Donc, même statistique que Brock Grungson, mais lui, en plus, en fait, coûte moins cher et il rend tout ce qui est Skyriggers. Quand je dis Skyriggers, c'est les deux façons de jouer les Caradrons avec des ballons, donc les Endrin Riggers et les Skywarden. Donc, quand je dis Skyriggers, je fais référence aux deux types en même temps. Donc, lui, si je le prends comme général, les Skyriggers deviennent Battle Line, deviennent ligne. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités à ce moment-là. C'est un modèle qui coûte moins cher que Brock, qui peut avoir un artefact, comme les Phosphor Bomblets, par exemple, peut avoir un artefact, peut avoir un trait de commandement, et en plus, permet lui-même, étant un ingénieur, peut réparer, donc peut guérir 3 points de vie à chaque bateau dans la phase de héros, et son habilité de commandement peut également faire faciliter la guérison de bateaux pour les Endrin Riggers. Donc, un choix vraiment intéressant qui tire beaucoup, une bonne présence au corps à corps, donc c'est un choix et qui a baissé pour une raison que j'ignore de 30 points dans le nouveau handbook. À 190 points, c'est un must dans les listes. Le deuxième, qui est selon moi une des plus belles figurines de la gamme des Caradrons, mais qui a pour un deuxième livre de suite est sous-performant, c'est l'Amiral. Donc l'Amiral qui a des bonnes statistiques, mais qu'on a de la difficulté de trouver un rôle pour le faire entrer. C'est un des bons héros de combat quand même. A plusieurs habiletés quand même, mais plusieurs sont redondantes. Relance les 1 to 8 à un Sky Vessel, ben, je peux le faire avec une habileté normale aussi. Donc, il n'y a pas vraiment. Il y a un rôle intéressant dans le sens que il immunise au Battle Shock tout ce qui est en dedans de 12 pouces de lui, c'est bien, mais il y a tellement de façons dans ce livre-là de protéger contre le Battle Shock. Et c'est une armée qui, à la base, n'a pas nécessairement besoin beaucoup d'avoir cette immunité-là. Donc, je trouve qu'il n'a pas sa place, personnellement. Dans les 3 derniers héros, en fait, les 3, je pense qu'on leur place. Le navigateur, qui est un excellent choix, c'est le seul héros qui, de nature de base, peut contrer des sorts. On a accès avec lui, entre autres, à l'item que je peux automatiquement contrer un sort. Si on joue Mornar, c'est lui qui peut avoir le Gale Force Stave pour réduire les charges de moitié. Donc, et surtout son Aetherstorm, une habilité vraiment intéressante. En fait, c'est que sur un 3+, si je ne me trompe pas, je peux choisir une unité qui vole à 36 pouces, donc c'est une très longue portée. Et si je réussis à avoir un 3+, je divise son mouvement de moitié. Et sur un 6 en plus, c'est des 3 blessures mortelles qui s'ajoutent à l'effet. Donc ça peut être vraiment intéressant contre des monstres justement qui volent. Un Archaon, par exemple, qui soudainement bouge de moitié. C'est peut-être pas si intéressant que ça. Donc, le navigateur, un bon choix pour contrer des sorts. Bon modèle. Sinon, on a le Endrin Master qui est souvent aussi vu comme étant l'enfant pauvre des héros avec l'amiral, mais que j'aime beaucoup. L'Endrin Master, dans le fond, peut faire des mortels au corps à corps sur un 6 to 8, fait 3 mortels wounds. Vraiment intéressant aussi. Avec des artefacts, peut devenir intéressant aussi. Guérit des bateaux. Donc, c'est un héros que je trouve intéressant pour un 100 points bien investi.
mais qui n'est peut-être pas nécessairement dans le top des héros, si on veut. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, qui est un des plus joués, c'est le Chemist, qui coûte seulement 90 points, qui peut avoir des belles stabilités pour buffer les unités amies, qui relance les 1 pour blesser une unité amie, entre autres. Mais on le prend en fait pour, le spell in the bottle, pour avoir le sort persistant. On le prend aussi pour son tir, c'est 3d6 tirs. À 9 pouces, c'est pas loin. Mais dans Zilfin, quand on le met dans un bateau qui peut bouger après ça, on peut vraiment. Et c'est le rend de 2 qui est intéressant aussi. Et aussi, au corps à corps, lorsqu'il n'est pas dans une garnison, dans un vaisseau. Donc, il peut donner un -1 to hit aux unités au modèle en donne 3 pouces. Donc, c'est un très, très bon modèle toolbox. Offre beaucoup de possibilités. Et juste avec son artefact de Spell in the Bottle, ça le rend vraiment intéressant à choisir beaucoup de. En fait, on a un choix vraiment impressionnant donc d'habileté qu'on peut lui donner aussi avec ça. Ça va être le tour des héros. Donc, si j'avais à faire un genre de top 5 ou peu importe, je pense que les 2 qui sont incontournables, c'est le Chemist et c'est l'Engine Master sur dirigible. Après ça, je pense que le Navigateur est très intéressant. Après, c'est l'Engine Master normal et après, c'est l'Amiral. Et très, très loin, dans le fond du bail, on va avoir Brock. Malgré son chapeau de forme et son moustache gun, on va le trouver en dernier. Ouais. C'est toujours dommage quand les héros nommés comme ça sont un petit peu ratés ou mais bon. C'est une belle figurine. En fait, belle figurine très stylée. Là. Il faut aimer, comme tu le dis, la moustache et le chapeau de forme, mais. En effet. Puis, si on en arrive donc aux unités des Caradrons. Ouais. Donc, étant une faction relativement nouvelle, c'est pas une grande quantité de War Scroll qu'on a, mais je pense qu'ils ont tous leur place. Je pense entre autres aux Arconautes, donc l'unité de base, qui est la seule unité pure ligne dans le livre. Donc, on a plusieurs stratopares qui débloquent des lignes. Je pense à Zilfin qui débloque les frégates, Urbaz qui débloque les Gunhaulers, Nar qui débloque les Thunderers. Mais la seule unité qui est pure ligne, ce sont les Arconautes. Eux, c'était un peu. C'est passé d'un livre à l'autre à ton unité qui fait beaucoup, beaucoup de dommages à une unité qui n'en fait plus et qui capture des objectifs et qui sert d'écran, qui sert de cordon pour bloquer les unités. Avant, c'est parce qu'on pouvait. En fait, il y a 3 choix d'options d'armes additionnelles. Donc, c'est 3 pour 10. On avait les Skyhook qui tiraient à 24 pouces avant, qui faisaient quand même des 3 dommages avec du rend. On avait les volley guns. On avait aussi les stratopics que personne jouait parce que c'est au corps à corps. Et avant, on pouvait avoir 3 pour 10 du choix qu'on voulait. Fait que des blocs de 30-40 avec du 9-12 Skyhook avec le Chemist qui donnait plus de tirs. Ça faisait très, très mal. C'est un gros damage dealer. Mais là, c'est un peu la mode maintenant. Games Workshop, on peut mettre qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte. Et dans la boîte, c'était 1 de chaque. Donc maintenant, c'est 1 de chaque pour 10. Donc, on ne peut pas avoir d'unité avec 3 Stratopics, avec 3 Skyhook. Donc, c'est vraiment 1 de chaque. Et, oui. Est-ce que ça a créé un peu de frustration chez les joueurs quand c'est apparu? Parce que là, les joueurs avaient déjà converti, avaient déjà préparé leur modèle avec les Skyhook. Ouais. Je pense, de un, oui, ça crée une frustration chez les joueurs qui basaient leur armée là-dessus, puis qui avaient échangé tous leurs volley guns contre des Skyhook ou vice-versa. Donc oui, mais en même temps, dans les mois qui précédaient la sortie du livre, quand ça devenait de plus en plus évident que le livre allait sortir, je pense que les joueurs s'y attendaient. Mm-hmm. On avait déjà passé par là avec les Thunderers, qu'avant, tu pouvais mettre autant d'armes spéciales que tu voulais, fait que tout le monde mettait des canons ou des mortiers. Et avec, je pense, quelques mois après la sortie du livre, il y avait eu un FAQ qui était sorti, puis maintenant, c'est 1 de chaque pour 5. Fait parce que c'est ce qui est dans la boîte. Même chose pour les Stormfiend, pour les Skaven, que souvent les joueurs jouaient avec plein de lance-flammes, mais que c'était 1 par boîte. Donc, on a vu la même chose se dessiner. Fait que oui, il y avait des joueurs qui trouvaient ça dommage, qui trouvaient ça plate, mais je pense que on s'y attendait un peu à ça aussi. Là. Et donc, oui, tout à fait. Puis je veux dire, moi personnellement, je vais échanger ça n'importe quel jour de la semaine pour avoir plus d'options. Parce qu'il y a tellement d'options de ligne maintenant, je peux beaucoup plus customiser. Et les Arconautes,
à mon sens, ont le rôle qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire, ben, c'est eux qui font le dirty work, c'est eux qui vont prendre les objectifs, c'est pas eux qui vont détruire l'armée adverse. Puis, là, je trouvais que c'était un petit peu contre nature, contre-intuitif un petit peu. Mais là, je trouve qu'ils ont un rôle intéressant, c'est un rôle défini. C'est-à-dire qu'ils coûtent beaucoup moins cher, ont gagné de la sauvegarde. Donc, avant, il y avait 5+, là, c'est 4+. Et donc, ont un rôle vraiment pour tenir les objectifs, servir de cordon, ont baissé de points. Donc, ça, pour moi, là, c'est très satisfaisant. Le rôle de l'unité est clair. Ils ont des bonus quand ils sont prêts à un objectif. Fait que, tu sais, tout fit. J'adore leur nouveau rôle, puis je pense que chaque liste devrait en avoir au moins une unité, sinon 2. 10-20 Arcanauts par liste devrait être la norme, ne serait-ce que pour servir de cordon pour bloquer les charges des Alpha Strike ennemis. L'autre unité, en fait, je vais sauter sur l'unité là, de Underworld, les Tundric Profiteers, là, sont bien beaux et sont intéressants, mais bon, c'est ça. Les autres unités, en fait, qu'on a en fait d'unités à pied, je vais faire les unités à pied ou des unités d'infanterie. Après, je ferai les bateaux pour finir. Deuxième unité, c'est les Thunderers. Donc, c'est ceux qui ont des plus gros fusils. C'est comme un peu l'unité mercenaire de la gang. C'est les soldats formés, les Arconauts. C'est un peu ceux qui font l'équipage des différents bateaux, alors que les Thunderers sont plus là, l'aspect vraiment militaire, entraîné de l'armée. C'est une unité qui est pure de tir. Ce qui est intéressant à eux, c'est qu'ils ont 2 points de vie chacun, 4+ de sauvegarde et peuvent avoir un bon volume de feu quand même. Ils ont beaucoup de règles qui sont intéressantes. Soit il faut qu'on soit sorti d'un bateau ou soit qu'on ait plusieurs types d'armes différentes. Personnellement, moi, je les garde dans une garnison d'une frégate, puis ça fait une base de feu très, très mobile à 18 pouces. Donc, c'est la portée de leur carabine. Donc, je trouve qu'il y a de quoi intéressant à faire avec ça. Une bonne morale quand même. Donc, moi, j'adore les Thunderers. Je trouve que ça peut faire d'autres modèles pour prendre des objectifs. Parce que les Caradrons ont beaucoup, beaucoup de difficultés à faire. Et en même temps, ben, dans une garnison, c'est quand même 20 points de vie à moins 8, à plus 1 de save. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là. Donc, moi, c'est une unité que j'aime bien, mais c'est peut-être l'unité la plus controversée, en fait, des Caradrons, qui est peut-être certains en jouent, certains en jouent pas. Bon, moi, je les aime bien. Je trouve que pour une unité de 10, 240 points, je pense que c'est bien dépensé. Je pense que c'est intéressant. Mais c'est mon opinion. Et finalement, les 2 derniers War Scrolls, en fait, pour des unités, c'est ce que j'ai appelé tantôt les Sky Riggers, donc les Endrin Riggers, qui sont un peu des ingénieurs apprentis qui réparent les vaisseaux, qui entretiennent la flotte, et les Sky Warden, qui sont un peu des Arconautes plus militaires, donc c'est plus ceux qui sont plus soldats un peu. Les Endrin Riggers, de loin, à tout point de vue, sont les meilleurs des deux, même s'ils valent le même nombre de points, donc 100 points pour 3 figurines. Les Riggers ont une bonne arme de tir à 12 pouces. C'est quand même 3 coups chacun, 3+, 4+, un drain, un dommage. Au corps à corps, c'est une seule attaque, mais vraiment toute une attaque. 3+, 2+, moins 2 des 3. Donc, c'est polyvalent. C'est intéressant, ça bouge à 12 pouces, ça peut s'accrocher au bateau et il devient une ligne lorsqu'on a l'Engine Master sur dirigible. Donc, je pense que c'est une belle unité toolbox, ça peut faire un petit peu de tout. En fait, ça prend ça pour aller prendre des objectifs. Voilà. Et sinon, on a les Skywarden qui, eux, sont un peu, encore une fois, les parents pauvres de ce kit-là. Pour plusieurs raisons, en fait, leurs habiletés sont contre-intuitives un petit peu. Ils ne se jumellent pas très bien avec les autres War Scrolls, les autres habiletés. C'est une habileté que lorsque je fuis, je fais des Mortal Wounds, aussi une unité qui vole, me charge. Je lance un dé pour chaque figurine sur un 6, une blessure mortelle. À part les Night Hunt, il n'y a pas vraiment d'armée qui a des larges unités de figurines qui volent pour l'instant. Donc, c'est pas terrible. J'aime mieux avoir une unité qui peut réparer des Sky Vessels. Leur arme de corps à corps, une attaque de plus, mais au lieu que ça touche sur du 3 versus les Riggers sur du 4, au lieu que ça blesse sur du 2, ça blesse sur du 3. Au lieu que ça ait 2 Dren, ça a 1. Fait une attaque de plus, mais je perds d'efficacité à tous les points de vue. Le dommage demeure des 3, mais sinon, bon, ça vient comme ça. Et la partie la plus frustrante, en fait, c'est leur pistolet, qui non seulement est un peu moins bon que celui des Riggers. Donc, au lieu que ce soit 3 tirs, c'est 2 tirs qui touchent sur du 3, qui a un Dren, un dommage, mais qui blesse sur du 3 ou sur du 4.
Ce qui est décevant, c'est que la portée, c'est 9 pouces. Donc, lorsqu'on fait le vol en altitude, on se dépose, on doit être à plus de 9 pouces d'une unité ennemie. Donc, ils ne peuvent pas utiliser leur pistolet dans la phase de tir lorsqu'ils font un mouvement en altitude. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Les deux unités, on peut les équiper avec des armes additionnelles, mais on doit remplacer les deux armes. Donc, autant le corps à corps que le pistolet. Des fois, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Et c'est dommage parce que moi, j'adore les modèles des Skywarden. Et c'est pour ça que j'essaie présentement de jouer Barrack Zone, qui est un Skyport qui les met en évidence, qui récompense les unités qui chargent, surtout les Warden, qui deviennent avec les mêmes statistiques pratiquement que les Riggers, mais avec une attaque de plus. Donc, ça devient intéressant. Donc, j'essaie ça, puis c'est intéressant jusqu'à présent, mais c'est sûr qu'au niveau compétitif, avoir le choix entre les deux, la seule raison, en fait, pourquoi on prendrait les Skywarden plutôt que les Riggers, c'est si on joue Barrack Zone et si on joue l'Escort Wing, donc qui est un bataillon qu'on va venir plus tard, qui aussi peut en incorporer. Donc, ça, c'est les Warscroll des unités de base. Puis, je vais finir avec les bateaux, en fait. Je vais faire ça vite parce que je ne veux pas que ce soit non plus... Mais les bateaux, en fait, il y a 3 types de bateaux. Le Gunhauler, la frégate et l'Ironclad. Ces 3 bateaux-là, en fait, sont tous très bons. Ils permettent lorsqu'on fait le mouvement, donc High Sky, vol en altitude, je peux retirer le modèle du champ de bataille, le mettre n'importe où à 9 pouces, à plus de 9 pouces d'une unité ennemie, et je peux apporter avec chaque bateau jusqu'à 7 modèles là, qui sont des Hitchers, donc les Sky Riggers ou le Engine Master sur dirigible. Donc, c'est très, très bien. Et ce qui est le fun, entre autres, du Gunhauler, c'est que il n'y a pas de profil régressif, donc je peux le faire tout le temps, alors que la frégate et l'Ironclad, dès que je perds 7 points de vie, je ne peux plus faire ce mouvement-là. Mais la frégate, donc plus on monte, donc Gunhauler, frégate, Ironclad, plus le bateau est lourdement armé et plus le bateau peut transporter de figurines. Donc, je pense, autant que dans le premier livre Caradron, les bateaux étaient sous-optimaux, je pense que maintenant, ça prend au moins 2 ou 3 bateaux, à mon sens, pour avoir vraiment du mouvement partout sur la table à ce niveau-là. Fait que ça compte. Oui. Oui, bien, commenter peut-être sur le Ironclad, qui est le gros bateau qui vaut presque 500 points, quelque chose comme ça. Présentement, 480, mais il était à 510 au début, avec une baisse de points non méritée à 480. À 480. C'est ça. Donc, on le voit souvent dans les listes. En même temps, toi, c'est un bateau que tu as choisi de ne pas jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi il est en joué, puis pourquoi toi, tu préfères mettre tes points ailleurs? Absolument. Ben, en fait, c'est avec beaucoup de tristesse que je ne le joue pas parce que c'est ma plus belle figurine. Puis, je le jouais avant dans le premier livre, quand personne ne le jouait. En fait, il est joué beaucoup parce que il a un profil très impressionnant au niveau du tir. Souvent, ce que les gens reprochent à la frégate, c'est que son profil est aléatoire au niveau des blessures, au niveau des zooms de tir. Lui ne l'est pas. En fait, il l'est si on prend le volley gun, mais je pense que c'est mieux de jouer avec le canon. C'est 6 tirs, 3+, moins 1, 2, les torpilles, les carabines. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tirs, 18 points de vie, 3+ de sauvegarde, commence avec une part de Ethergold pour une relance. Il est vraiment impressionnant, puis il fait vraiment du dommage. Il peut encaisser beaucoup, il peut transporter beaucoup. Tu sais, il fait vraiment un job fantastique, mais il est près de 500 points. Pour moi, mon style de jeu est beaucoup plus centré sur une approche multiple. C'est sûr qu'avec les luminettes, je veux jouer Teclis parce que, bon, Teclis, mais généralement, dans mon style de jeu, c'est rare que je prends une figurine qui vaut beaucoup de points. Je sais qu'il y a des généraux, des amiraux Caradron qui jouent avec beaucoup de succès. Je pense à Loïc, entre autres, là, qui a terminé ex aequo au Grand Clash au niveau des points de bataille. Avec Ironclad, puis c'est son seul bateau. Ça marche très bien. Je pense que ça dépend du style de jeu. Mais aussi, il est beaucoup joué parce qu'il fait partie même 2 bataillons, les 2 bataillons les plus joués, en fait. Le Iron Sky Command, entre autres, c'est le seul bataillon Caradron qu'on peut faire une armée avec une seule pause. Donc, et il est obligatoire dans ce bataillon-là. Donc, ça, je pense que ça vient rechercher... je veux faire une pause, ça me prend un Ironclad, puis je vais le mettre. Mais souvent, si on fait cette liste-là, comme Loïc le faisait,
c'est son seul bateau. Donc, il sacrifie beaucoup, beaucoup de mobilité et de redéploiement au profit d'avoir une seule pause. Fait que c'est un choix personnel. Moi, c'est pas ça qui m'allume, c'est pas ça que je trouve pertinent avec ma façon de jouer. J'aime ça avoir des options, j'aime ça être mobile, j'aime ça pouvoir, si je parle à Rentlad, comme c'était le cas dans une partie ou deux avec Loïc, après ça, son armée est ultra, ultra statique. Donc, c'était un peu... Mais moi, là, j'y vais plus avec une frégate, 2 ou 3 gun-haulers, dépendamment des listes que je joue. C'est que ça permet d'être partout en même temps sur le champ de bataille. Si j'ai un objectif à les prendre qui est très, très loin, je n'ai pas à emmener toute mon armée là-bas. Je n'ai pas un choix à faire. Est-ce que j'amène mon armée? Est-ce que je tire? Là, je peux amener un petit bateau avec 3 ballons. Merci, bonsoir. Je prends l'objectif sans sacrifier ma puissance de feu. Où est-ce que je veux la mettre? Donc, mais c'est encore une fois, c'est un choix qui est personnel. C'est pas mon style de jeu, mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont du succès avec un Clad beaucoup. Tu as déjà commencé à parler un petit peu de certains bataillons. Est-ce que tu peux continuer pour faire un petit peu le tour des bataillons, lesquels sont intéressants? Oui, en fait, il y en a 3 qui sont... j'exclus toujours des gros bataillons plus fluff que d'autres choses qui incluent tous les bataillons en un, qu'on ne verra jamais dans un tournoi, en fait. Là. Les 3... Celui qui est le plus joué présentement, c'est celui que je viens brièvement de mentionner, c'est le Iron Sky Command, parce qu'il permet de jouer une seule pause. C'est le seul qui a des héros dans le bataillon. Donc, c'est jusqu'à 3 héros parmi les héros de générique, plus l'option d'avoir, en fait, c'est 3 héros, je pense, obligatoires, et l'option d'avoir un amiral comme 4e héros, si on veut. Ça prend une compagnie d'arconautes, une unité. Ça prend un Ironclad, ça prend 1 à 3 unités de Engine Riggers. Fait que déjà là, on va prendre les héros, on va prendre les Engine Riggers qui sont, je pense, l'unité la plus performante du livre, et on va aussi prendre l'Ironclad. Il y a beaucoup de choses qu'on veut dans une armée là-dedans. La règle est intéressante, mais sans plus. Toutes les unités en dedans de 18 du Ironclad sont immunisées au Battle Shock. Mais encore là, c'est pas une armée qui, je dirais, est intéressée au Battle Shock tant que ça. Passons des petites unités ou des bateaux, des héros. Si je perds 4 Engine Riggers sur 6, si j'en perds 1 ou 2 autres au Battle Shock, l'unité est déjà très, très amoindrie. C'est moins utile, mais c'est toujours bien d'avoir cette certitude-là. Donc, on enlève l'aspect chance. Le deuxième que moi, je joue personnellement, qui est le deuxième plus joué, c'est l'Escort Wing. Donc, l'Escort Wing, lui, va nécessiter 2 à 3 gun-haulers, une frégate ou un Ironclad, une unité de Thunderers et de 0 à 3 unités de Skywarden. Donc, c'est des unités qu'on n'a peut-être pas le réflexe de prendre toujours, mais j'aime beaucoup le bonus qu'ils confèrent. C'est qu'au début de chaque phase de tir, je choisis une unité adverse qui est sur le champ de bataille et toutes les unités du bataillon qui vont cibler cette unité-là relancent leur 1 pour toucher. Fait que c'est des command points gratuits, en fait. Et ça peut être des fois par des phases 3 à 4 command points gratuits, en fait, que je peux aller chercher, ce qui synergise vraiment bien avec, entre autres, les Ethergold pour un relance to wound, par exemple. Donc, je trouve qu'il est plus utile, ce bataillon-là, mais de par sa composition, nous force à aller prendre 3 bateaux, au minimum. Donc, et ça peut être aussi un Ironclad, mais là, ça devient assez dispendieux avec 2 gun-haulers, des Thunderers, donc il y a quand même, mais moi, je l'aime bien. Et l'autre, c'est le Iron Sky. J'ai un blanc de mémoire, mais c'est Iron Sky Attack Squadron, excusez-moi. Donc, c'est au minimum 2 unités de Arconauts et chaque unité qu'on prend doit avoir aussi une frégate qui se joint à ça. Et ça permet, dans le fond, de pouvoir bouger, de pouvoir sortir du bateau après que le bateau ait bougé. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, si on avait une unité de corps dédiée qui peut embarquer dans un bateau, j'aimerais ça. Mais avec présentement le range, et c'est limité aux Arconautes seulement, encore une fois, si on pouvait avoir 3 stratopiques, donc ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, malheureusement, c'est un bon 3e bataillon en bout de ligne. Parce que j'aurais pas, oui, je vais avoir des lignes avec ça, c'est bien, mais j'ai pas de héros. Puis je trouve que le bonus n'est pas nécessairement super intéressant avec les Caradons. Donc, ça fait le tour des bataillons.
Fait que ça fait le tour des bataillons, on a une bonne idée. En tenant compte de tout ça, quelles sont les principales tactiques qui sont à mettre de l'avant quand on joue les caradrons, donc la stratégie générale ou les stratégies les plus efficaces pour l'armée? Mm-hmm. Puis, peut-être en même temps, tu peux peut-être nous parler des bons et des moins bons match-up pour les caradrons. Je pense qu'au niveau du déploiement, la plus grande force des caradrons, c'est sa mobilité. Et c'est ça qui gagne les parties. Souvent, les gens qui jouent contre les caradrons, vu que je ne l'ai pas encore nommé, je pense, dans cette émission aussi, mettons Pierre-Luc Hérault qui se plaint souvent de la force de feu, de la force de frappe des caradrons. Ben, c'est pas tant la force de frappe que la mobilité, à mon sens, qui fait que c'est vraiment une bonne armée. Oui, je frappe très fort, c'est du très gros tir, mais c'est que je peux pratiquement rejoindre n'importe quoi. C'est ça qui rend que c'est fort, qui rend cette faction-là si forte que ça. Mais ça part aussi au niveau du déploiement. Je peux faire un fameux déploiement dans le coin d'une table, toute l'armée dans ce coin-là. Comme ça, la plupart des habilités, des sorts, des Alpha Strike, peu importe, ben, faire en sorte que le tour 1, j'en ai pas vraiment peur. Puis même s'il y a des choses qui peuvent se rendre à moi, sont tellement loin du reste de l'armée qu'une fois que j'ai absorbé ce choc initial-là, ben, l'unité peut être pratiquement sortie du match pendant quelques tours, pendant que je m'occupe du reste. Donc, au niveau du déploiement, là, c'est tellement simple et tellement facile que c'est une grosse force de dire, ben moi, regarde, je me déploie dans un coin de table, mais le tour d'après, je vais être partout sur la table. Donc, ça, c'est une grosse force. Ce qui contre ça, c'est des armées qui sont très nombreuses, qui sont assez mobiles, qui peuvent occuper le board. Exemple, Vincent, pour référence à toi, les Night Hunt. Mm-hmm. Où est-ce que tu as beaucoup, beaucoup de figurines qui volent, qui bougent. Tu peux donc vraiment bloquer la table, puis ben, je vais occuper pour limiter mes possibilités d'atterrir. Donc, c'est un très, très... Et surtout les Night Hunt, avec leur éthéré, le fait qu'ils ignorent le rend, moi, toutes les armes des caradrons pratiquement ont du rend. Donc, ça vient mitiger cette force-là que j'ai. Fait que les Night Hunt, ce qui n'est pas nécessairement une armée que je dirais dans le top tiers, contre une armée top tiers contre Caradron, c'est un très, très bon match-up à mon sens. Je pense, pour le Caradron, c'est un mauvais match-up. C'est ce que je veux dire. Ouais. J'ai eu la chance de les affronter au Grand Clash. Je jouais Legion of Grief, mais essentiellement, c'est des Night Hunt, mais avec quelques habilités différentes. Ouais. J'ai pu effectivement contrôler le board de façon à ce qu'il n'ait jamais pu se téléporter derrière mes lignes ou aller chercher mes héros. Mon général est resté en vie tout le long. Ça a été une partie serrée parce que j'ai pu ramener des modèles, mais quand même, malgré l'éthéré, la force de tir des caradrons fait que j'ai beaucoup d'unités qui ont passé, là, puis que j'ai dû ramener avec un point de commandement, puis mon général, puis les Gravesight. Oui. J'ai été impressionné par la force de tir. Oui, vraiment. Mais Night Hunt, je pense le fait que tu peux aussi cacher des unités pour les faire apparaître en Deep Strike, je pense que c'est un gros plus que Legion of Grief n'a pas. Fait que tu peux protéger tes grosses unités et là, tu peux vraiment accaparer le board partout et même réussir quelques charges intéressantes pour vraiment venir verrouiller l'armée au combat. Mais je suis d'accord avec toi que ça reste que c'est beaucoup de tirs. J'ai affronté Night Hunt à plusieurs reprises. J'ai un ami ici à Trois-Rivières qui joue à cette armée-là. Puis oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste qu'en tant que joueur Caradron, c'est pas un match-up que j'ai nécessairement hâte d'affronter. Mm-hmm. Ouais. Sinon, les autres forces en fait de l'armée, ben, le mouvement, le fait qu'on puisse se redéployer, tirer très, très fort, ça amène deux faiblesses, en fait. Première faiblesse, c'est contre tout ce qui est, par exemple, prise d'objectif. C'est une armée qui a il y a très peu de modèles en frais d'unité. Les bateaux, aussi forts soient-ils, comptent pour un seul modèle pour le contrôle des objectifs. Fait que mon gros Ironclad, qui vaut 480 points, ça compte pour un modèle. Les unités qui sont embarquées dans les vaisseaux ne comptent pas pour la prise d'objectif. Fait que si en plus, dans mon Ironclad, j'ai 20 Thunderers, fait que c'est 1000 points qui est un seul modèle pour contrôler les objectifs. Fait que ça, c'est très difficile d'aller prendre des objectifs à un joueur. Et je dirais que ça amène aussi le fait que je suis très vulnérable au combat. C'est pas une armée qui est faite pour chasser les adversaires des objectifs. Je peux les tuer, mais je ne les prendrai pas, les objectifs. Donc ça, c'est les deux grosses lacunes, à mon sens, de l'armée.
qui provoque plusieurs mauvais match-ups. J'ai parlé de Night Hunt, parce que Night Hunt ignore le rend. Night Hunt peut occuper le board. Mais je vais aussi avec les Idonettes. Je pense que c'est le match-up kryptonite, en fait, des Caradrons. Et c'est pour ça que je m'attends un peu à ce que les Idonettes, comme reprennent un peu du pic dans le méta dans les prochains mois, prochains mois, en fait. Parce que, justement, c'est tellement un bon counter au Caradron pour plusieurs raisons. Premièrement, la règle qui fait en sorte que je peux uniquement cibler l'unité qui est la plus proche. Donc, je peux mettre soit des anguilles, des Ishland Guard qui ignorent le rend, donc qui est une autre force des Caradrons. Mais je peux aussi mettre, par exemple, mon petit héros avec le Cloud of Midnight, je pense que c'est le nom de l'artefact, qui fait qu'au début de la phase de tir, paf, je prends l'item et il ne peut pas être pris comme cible. Donc, essentiellement, je gaspille une phase de tir. Et contre un joueur, parce que vu que c'est le plus proche, je peux juste tirer sur lui, mais je ne peux pas le cibler. Donc, je viens de gaspiller une phase de tir complète. Ça, c'est pour un joueur Caradron, là, c'est la mort. Là. Donc, je pense que ces deux gros match-ups-là sont très négatifs. Je pense que les match-ups aussi, souvent l'erreur que beaucoup de joueurs font, et avec raison, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est quand on a moins de pause qu'un joueur Caradron, on a réflexe de dire, ben, vas-y, commence, je vais absorber le choc, puis je joue pour le double tour. À mon sens, c'est une erreur, parce qu'un bon joueur Caradron, surtout avec Zilfin le Vortex, peut empêtrer une armée. Un bon joueur Caradron va être capable aussi d'aller cibler les pièces importantes pour détruire tes synergies et surtout va occuper les objectifs. Alors que souvent, moi, ce que je trouve difficile à jouer en tant que joueur Caradron, c'est contre un joueur, puis j'ai un ami aussi à Trois-Rivières qui le fait avec merveille, puis qui me donne sur l'artade, Simon Côté, je dis salut en passant. Simon est capable, Simon il sait, il joue, il va occuper les objectifs. Il prend le premier tour, j'occupe les objectifs. Viens me chercher. Il sait très bien qu'en occupant la table, en prenant les objectifs, je ne peux pas être partout et j'aurai de la misère à les prendre. Et il va scorer des points, de sorte que je mise vraiment sur jouer 4-5 tours pour être capable de faire des points, des maximums pour pouvoir le battre. Et des fois, j'arrive très, très serré. Là. Donc, souvent, c'est ça. C'est, à mon sens, une armée qui peut occuper le board, qui peut prendre des objectifs, limiter les endroits où je peux me poser. C'est ce qui va me donner du fil à retordre. C'est la façon qu'il faut battre les Caradons, à mon sens. Intéressant. En terminant, si on pense aux joueurs qui voudraient commencer à collectionner les Caradons, est-ce que d'une part, c'est une armée qui coûte cher à collectionner parce qu'on le sait que il y a une grande variabilité dans le coût des armées. Là. Les Beastclaw Raiders, on achète 3 start collecting, puis on a une armée de 2000 points, puis à l'autre opposé, on a les Daughters of Cain qui demandent presque de se réhypothéquer pour avoir 2000 points. Où est-ce que se situent les Caradrons en termes de coût de... Ben, je dirais que c'est quand même assez dispendieux parce que encore une fois, est-ce qu'on veut se monter? Tu sais, tu prends l'exemple de Beastclaw Raiders, 3 start collecting, puis non seulement tu as 2000 points, mais tu as un très bon 2000 points. Donc, ça c'est pas négligeable. Donc, est-ce que je veux me monter une armée de 2000 points puis jouer uniquement ça? Si c'est le cas, le coût va être quand même, toutes choses étant ce qu'elles sont, là, un coût correct pour du Games Workshop. Par contre, si, comme moi, on veut faire tout ce qui peut se faire dans une armée, puis on achète trop de stock, puis on le fait trop peinturer par une peintre professionnelle, ben c'est sûr que ça monte vite. Mais non, je pense que sinon, le coût est dans la même lignée que la plupart des armées de EOS. Pour commencer, je pense que, d'après moi, sa disponibilité doit être un peu difficile, mais la boîte Etherwar est un très bon début parce que tout ce qui est dans la boîte, on veut le jouer. Le Endrin Master sur dirigible, c'est un excellent choix de héros. On a un Gunhauler qui est un excellent bateau. On a 6 Skywarden, Skyriggers, pardon, qu'on veut avoir dans une armée de toute façon. Donc, c'est un bon point de départ. Le Star Collecting est intéressant aussi. On a un Gunhauler, on a 3 Skyriggers, on a 5 Thunderers et l'Endrin Master à pied. Donc, c'est un bon point de départ aussi. Sinon, je pense que l'idée, en fait, c'est d'aller voir vraiment qu'est-ce
qu'est-ce qui nous allume dans la faction. Il n'y a pas beaucoup de choix. Moi, personnellement, j'ai toujours de la difficulté à jouer une armée que tu as 4 unités sans toutes les inclure. Fait que j'essaie d'avoir un petit peu de tout dans mes armées parce que je trouve ça le fun d'avoir un petit peu de variété. Je pourrais jouer avec juste des Andrew Riggers, puis that's it. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Mais je pense que tout est bon. Il n'y a pas un War Scroll dans l'armée que je me dis, ouais, ça, c'est pas très bon. Même les Skywarden ont leur utilité dans un Escort Wing ou avec Barrack Zone. Mais tu sais, je pense que tous les kits sont tout à fait jouables. Puis ce qui est le fun, je trouve que c'est un livre qui a une bonne balance interne. On peut jouer un petit peu de tout. La balance externe, je pense qu'elle n'est pas très bonne. Présentement, je pense que c'est les 3 grands méchants loups du jeu, avec les Séraphons, puis Zinch, Changeos, qui est encore, à mon sens, très, très fort. Je pense que c'est une armée qui a certainement ses faiblesses, mais qui a tellement d'outils pour dealer avec à peu près n'importe quelle situation que dans les mains d'un bon général, ça devient extrêmement difficile à vaincre. C'est mon opinion. D'accord. Mais je pense que tu as donné un bon avis en conseillant aux gens qui ont la possibilité de choisir le premier tour, de prendre le premier tour, même si c'est contre-intuitif. Ça permet aussi de projeter des unités, idéalement des cordons le plus loin possible, pour faire en sorte que toi, quand tu te téléportes avec tes bateaux, quand tu fais ton vol en altitude, puis tu te replaces pour tirer, t'es limité, tu dois te placer à plus de 9 pouces des unités adverses, ce qui fait en sorte que si on a réussi à placer des cordons, des unités qu'on est prêt à perdre beaucoup plus loin, idéalement sur des objectifs, nos héros, nos personnages se retrouvent hors de portée de tes tirs. Exact. Donc, alors que si on te laisse le premier tour, notre zone de déploiement étant généralement plus restreinte, ça va te permettre d'aller tirer ce que tu veux dans l'armée adverse. Donc, vraiment, prendre le premier tour, c'est la chose à faire, je pense, là. C'est sûr que, puis je veux dire, ce que j'aime des Caradrons, c'est que je joue premier ou deuxième dans la plupart des match-ups, ça m'est égal. Je suis capable très, très bien de faire ce que je veux faire en jouant premier ou en jouant deuxième. Les très, très rares match-ups, je dirais, que je veux jouer premier, c'est les armées qui ont besoin d'une grosse phase pour se buffer. Je pense aux Fire Slayers, entre autres. Je pense aux Luminettes aussi qui vont avoir ce besoin-là d'aller chercher leur buff. Ça, oui, je veux peut-être jouer premier pour être capable de les casser avant qu'ils puissent s'installer, mais sachant ça, je m'ouvre au double tour puis les Caradrons peuvent difficilement encaisser. C'est pas une armée qui peut encaisser. C'est une armée qui va frapper comme une tonne de briques. C'est l'armée Glasshammer. Donc, c'est une armée qui frappe extrêmement fort, qui va causer des pertes, qui peut causer des pertes de façon solide, mais la minute que quelque chose survit, ça peut dévaster. Là. Tu sais, je regarde, par exemple, ton armée de Beast-là, Yann. On a joué une partie contre avec ton armée de Beast-là, contre mon armée Zelfin, qui est ma grosse liste, en guillemets, ma liste tournoi, si on veut. Là. Puis, tu sais, tu as joué contre 2 Caradrons lors de ce tournoi-là. Tu as remporté une partie et tu as perdu la mienne. C'était 2 fois Caradron, mais c'était 2 façons de jouer différentes. Moi, ce que je faisais, c'est ma tactique, c'est ce que je suggère à tous les joueurs Caradron, c'est le terme anglophone, c'est du focus fire. On élimine une target. J'aime mieux éliminer une cible concrètement que d'en amoindrir 3. Parce que chaque cible amoindrie peut quand même me faire très, très mal. Alors que celle que j'élimine, elle ne peut plus rien me faire. Donc, moi, j'adore beaucoup une tactique de flanc refusé. Donc, je prends un flanc avec l'entièreté de ma flotte, j'élimine ce flanc-là. Donc, si je joue en premier et que l'autre colle le tour, très souvent, n'aura pas le plein impact du double tour parce qu'il va pouvoir peut-être me charger à son deuxième tour. Donc, moi, je vais minimiser mes pertes. Après ça, je peux m'en aller au complet dans son autre flanc et recommencer. Donc, je peux faire du dégât comme ça et en minimisant mon dégât aussi. Là. L'erreur que je vois beaucoup de joueurs Caradron faire, c'est qu'ils veulent trop en faire au début. Je me mets au milieu puis je tire sur tout. J'élimine plein de petites choses, mais rien au complet. Et là, après ça, ben, ce qui reste est suffisant généralement pour tellement me faire mal que, je veux dire, je ne peux plus récupérer. Là. Puis je voyais une partie encore dans le même tournoi, mais Pierre-Louis, qui jouait une armée Beast-là similaire à la tienne, contre Francis Rousseau-Brochu,
qui joue une armée Zilfin un peu différemment, mais quand même, lui, il a fait l'opposé. Il a voulu mettre du dommage sur Tel Stonehorn, Tel Mournfang, et finalement, il reste un Mournfang ici, puis mon Stonehorn reste 3 points de vie. Ben, c'est suffisant pour aller te chercher ton Ironclad ou tes Riggers aussi, puis ça, ben voilà. Surtout les Stonehorn dans le Boulder Head Tribe, avec un point de commandement, tu peux le jouer comme s'il n'était pas blessé. Donc, c'est sûr que là, en plus, les Stonehorn, il faut les tuer au complet. Là. Exact. Assurément. Donc, ça, je pense, c'est pour ça que le bataillon Escort Wing, dans mon style de jeu, est pertinent parce que ça m'enligne à faire ça. Je choisis une cible et je relance mes 1-2-8 contre cette cible-là. Fait que, par le bataillon, ça m'amène vers ce style de jeu-là. Et je pense que c'est un must, à mon avis. Là. C'est comme ça que j'ai du succès avec les Caradrons. C'est du target focus. Je focus sur une cible, je l'élimine. Suivante. Puis, ce qui détermine si mon tour est bon ou non, c'est que dans ma tête, à chaque tour, ce tour-ci, il faut que ça tombe dans cet ordre-là. Plus je me rends loin dans cette liste-là, plus mon tour est bon. Puis je me rappelle, encore une fois, contre toi, quand on avait joué chez Vincent, je t'avais dit, ça, il faut que ça tombe, mais c'est mon 4e choix. Je pense que ça avait été Drisha. Drisha avait tombé. C'était mon 4e choix. Fait que j'étais rendu là. Fait que mais ça vous donne une idée, les auditeurs, de la force de tir des Caradrons. En un tour, il a éliminé 4 de mes unités, dont Drisha, qui est quand même 10 points de vie à 3 plus de save. Exact. Ça tire, les Caradrons. Ça tire très, très fort. Exact. Ouais. C'est ça. Mais c'est plate pour moi à dire ça, mais tu me disais tantôt, Yann, quel truc tu donnes contre les Caradrons ou c'est quoi les mauvais match-up? Écoute, c'est difficile quand tu as une armée qui est vraiment, à mon sens, je dirais S-tiers, là, dans le nombre, les faiblesses ou les façons de les vaincre ne sont pas légion. Là. C'est ça, c'est que comme les factions dans AOS ne sont pas équilibrées, ne sont pas bien balancées, il y a des armées qui ça fait en sorte que à qualité de général égale, donc 2 joueurs avec les mêmes habiletés là, au jeu, il y en a un des deux qui va gagner 90% du temps juste parce que son armée est beaucoup plus forte que celle de l'autre. C'est sûr que sur les forums, les groupes Facebook, tout ça, on entend tout le temps du monde qui vont dire moi je joue Night Hunt ou puis les Caradrons, je gagne 9 fois sur 10. Mais là, c'est de voir contre quel adversaire tu joues, quelle liste, dans quelle méta, parce que quand on regarde les résultats de tournoi, quand on regarde des joueurs qu'on sait qui sont très bons, c'est là qu'on voit l'écart entre la force des différentes factions. Là. Ouais, faut pas mettre beaucoup de stock dans des commentaires anecdotiques sur les forums de discussion. Parce que c'est ça, on ne connaît pas le méta, on ne connaît pas les joueurs, on ne connaît pas grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense qu'effectivement, puis tu l'as mentionné, HeroWest Shorts, donc 7 événements ou 6 événements. 7 événements au niveau du mois d'août, 5 sur 7, des Caradrons dans le top 5, 2 qui gagnent. Je veux dire, à part le Zinch du mois de janvier-février, là, on n'avait pas vu ça vraiment, ce niveau de performance-là. Là. Même quand les Bone Reapers étaient très, très forts, on ne voyait pas cette constance-là. Puis là, je vois ça, puis ça me surprend pas. Je suis 0 surpris. Les Caradrons, avec leur nouveau livre, étaient déjà ultra compétitifs. Là, on vient d'enlever pratiquement 100 points à toutes les listes avec le nouveau handbook. OK. Et c'est pour ça que présentement, je vais beaucoup plus, avec le peu de temps de jeu pour jouer, avec le travail, la famille, ces choses-là, je vais beaucoup plus focaliser sur les luminettes parce que les Caradrons, je sais qu'est-ce que je peux faire avec. Je joue depuis le début, puis je veux dire, à peu de choses près, je sais d'avance comment la partie va se jouer. Ouais. Donc, avec des luminettes. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses. On se prépare à un petit tournoi qui s'en vient, là, que tu organises à Trois-Rivières. Puis moi, je me suis carrément dit, je pense pas au Caradron. Ma liste, je me pose même pas la question sur comment je peux battre les Caradrons avec ça. Je ne peux pas. Si je pogne un Caradron, je vais faire au mieux, selon le battle plan, puis tout ça. Mais je me demande pas comment je contre le Caradron. Je ne peux pas. Pas avec les armées que je joue. Donc, je les ignore complètement. Puis, je me prépare à autre chose. Puis, j'ouvre une parenthèse. Quand on a fait l'épisode sur les luminettes, le 2e sur les luminettes, je disais, une des grosses faiblesses pour Teclis, mettons que moi, je veux jouer,
c'est les Caradrons. Puis je parlais avec mon ami Xavier Carpentier, puis les deux, on a la conclusion, mais on a beau vouloir, si on joue telle liste, qu'on fait telle chose, qu'on prend telle affaire, puis, mais là, on est rendu à faire un plan uniquement pour les Caradrons, mais qui ignore les autres armées, en fait, qui n'est pas nécessairement optimal contre les autres armées. On se dit, est-ce que, regarde, c'est plate à dire, mais on va juste assumer que si on joue contre les Caradrons, Teclis, ça ne sera juste pas sa journée. C'est ça. Tu fais une liste qui utilise qui va chercher les forces de ton armée. Puis, tu as peut-être un ou deux très mauvais match-ups. Tu n'espères pas les rencontrer. Si tu les rencontres, tu fais au mieux. Puis, voilà. Exact. Surtout les armées estières. Vincent, je ne sais pas si tu voyais les choses de la même manière. Oui, on en a parlé souvent, puis on a tous le même réflexe quand on voit le nouveau livre sortir ou quand on voit les résultats de tournoi, on se dit, là, je vais modifier ma liste un peu, puis à un moment, on se rend compte que les sacrifices qu'il faudrait faire pour réussir à rendre notre liste à peine viable contre les Caradrons, par exemple, finalement, ça fait qu'on l'a rendu trop faible contre toutes les autres armées contre lesquelles elle aurait pu bien performer. Donc, dans ce cas-ci, pour les Caradrons, je pense que nous autres, j'ai la même vision qu'Yann. On se dit, il y en a. Puis s'il y en a, ça va être difficile. Je vais souhaiter que les dés roulent un peu pour moi. Puis avec un peu de chance, peut-être, je vais être capable de faire un match qui va être serré. Ouais, c'est ça, exact. Des fois, puis c'est sûr que dans un système qui est absolu, victoire-défaite, mais dans le système que j'ai déjà présenté sur l'épisode du Grand Clash, finalement, un 11-9 contre les Caradrons, je suis content. J'ai fait 9 points, puis j'ai fait plus que je m'attendais. Je suis encore dans le game. Puis, le joueur qui a eu Best General au Grand Clash, Lou, a perdu son premier match. A perdu 11-9. Mais 11-9, c'est une défaite qui ne te met pas hors du jeu. Puis, tu es encore dans le match. Puis, tu peux remonter, faire le sous-marin, donc avoir des match-ups peut-être plus faciles. Puis, tu gruges, puis paf, tu arrives au sommet. Lou, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé avec une petite défaite, puis il a fini Best General pareil. Donc, puis si je peux me permettre, les gars, vous parlez, comme Vincent, ce que tu viens de dire au niveau de. Je me tourne, j'essaie de me casser le basic pour voir comment je peux faire pour jouer contre telle liste. Yann, au début d'épisode, tu parlais du tournoi que j'ai remporté en Ottawa l'an dernier, en 2019. Avec le vieux livre Caradron, donc qui était vraiment, vraiment moins compétitif, même sous-compétitif si je me fie à l'Internet. Mais moi, je me disais, aïe, le méta actuellement, là, c'était Slanesh, c'était Flesh Eater Court, c'est 2 match-ups de rêve pour les Caradrons. Mais vu qu'il n'y a tellement pas de Caradrons sur la scène, personne ne se prépare contre ça. Mais je me disais, si je joue contre un Deepkin avec ma liste, c'est fini. Là. J'ai aucune chance. Puis à un moment donné, j'essayais de voir, si je joue contre Deepkin, qu'est-ce que je fais? Là? Je fais tout ci. Je me suis dit, les Deepkin, là, si je joue contre, là, je vais juste perdre la game. Mais je vais essayer de la perdre avec grâce. Mais puis j'ai été chanceux dans mon parcours. J'ai évité, il y avait 3 joueurs Deepkin, puis 3 joueurs d'excellente qualité. Olivier Gandouet qui remporte beaucoup de tournois, Jordan Duncan qui est très solide aussi, puis Carlo Quiro qui est très solide aussi. Je veux dire, je jouais contre n'importe quel des 3. Je pense pas que je remportais. Mais à un moment donné, tu as un facteur chance. Tu acceptes le fait, il y a 60, il y a 50 joueurs, il y a 5 joueurs Caradron, j'ai tel pourcent de chance d'en jouer un. Puis si j'en joue un, j'en joue deux, ça fait partie de la chose. Mais il faut faire une liste que, 1, tu vas connaître, 2, que tu es à l'aise, 3, que tu penses qu'il est un take-all-comer, que un peu contre n'importe quoi, tu vas avoir une réponse. Mais si tu focuses trop sur une armée, puis je suis vraiment anti-Caradron, je suis à la machette, t'en joues contre aucun finalement. Voilà. Fait que je pense que c'est ça. Excellent. Je pense que ça conclurait notre vidéo d'analyse sur les Caradrons. Merci beaucoup, Alex, d'avoir partagé ton expérience et ton expertise sur cette armée-là. Un plaisir. Merci, Vincent, d'avoir été là. Et s'il y en a aussi, by the way, des personnes qui écoutent et qui veulent discuter Caradron, vous pouvez m'écrire en privé sur Messengers, Adeptus, Diceus. Ça me fait plaisir de vous répondre aux questions, quoi que ce soit. J'ai joué depuis le début, puis je les aime beaucoup. Donc, si vous voulez soumettre des listes des fois ou jaser, ça, c'est-tu pas pire, c'est-tu bon? Garde, je suis très, très ouvert à la chose. Excellent. Sur ce, je vous souhaite tous bon wargaming.